Bonjour à toutes et à tous. Je suis Audrey Charluet, responsable d'animation des écosystèmes et des partenariats à la Banque des Territoires. Et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Le Hub a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi même, pour incarner l'ambition écosystème de la Banque des Territoires, et c'est vraiment un lieu, un dispositif aussi bien, hybride, aussi bien physique que digital. Donc j'en profite pour remercier ceux qui nous ont rejoints à distance, mais toujours au service de nos clients et de nos partenaires. Et c'est un lieu dans lequel on a réuni et animé un certain nombre d'écosystèmes avec des interventions diverses et variées pour favoriser la collaboration entre le public et le privé. Et on est avec une programmation riche dont vous retrouverez le lien dans le chat pour vous inscrire et des QR codes pour vous inscrire à la newsletter pour ceux qui sont sur site. Et on est justement réunis aujourd'hui pour le 5e et dernier événement du cycle sur l'eau en partenariat avec Aquagir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'événement, je vous fais juste un tout petit rappel sur Aquagir pour ceux qui n'ont pas assisté aux 4 précédents événements. Aquagir, c'est une initiative qui a été lancée en juillet 2023 et qui est née en fait de la volonté commune entre la Banque des Territoires et 5 partenaires, l'Association nationale des élus de bassin, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de l'eau et l'Union des industries et entreprises de l'eau, de travailler ensemble sur le sujet de l'eau pour aider les territoires à accélérer les projets. C'est ce qu'on voit dans la vidéo du Hub. C'est vraiment l'objectif de tout ce travail qui est incarné ici, et d'aider au mieux les collectivités locales à relever les défis qui sont les leurs, que ce soit sur les sujets de gouvernance et de qualité ou de quantité de l'eau, qui étaient les premiers événements qu'on a organisés, la question de la résilience des infrastructures face au changement climatique, la question spécifique de l'outre-mer, qui était l'événement d'il y a 15 jours, et aujourd'hui, plus spécifiquement, la question de la prévention des risques et des solutions fondées sur la nature, qui sera notre dernier angle pour ce cycle. Juste pour vous donner quelques chiffres, Aquagir aujourd'hui, c'est 300 contenus disponibles avec près d'une centaine de retours d'expérience de collectivités locales sur leurs projets déjà réalisés, donc qui permettent à chacun de trouver et de s'inspirer de projets qui ont déjà été mis en œuvre, qui ont déjà été financés. Donc tout ça est détaillé dans les retours d'expérience. C'est 575 offres de financement qu'on a référencées grâce à notre partenariat avec Aide Territoire. Et puis, plus de 200 offreurs inscrits. Alors, vous aurez un tout petit aperçu des offreurs qui sont présents sur la place de marché et qui offrent des solutions qui sont des solutions fondées sur la nature à la fin de la séquence au moment des pitchs. La séquence de cet après-midi, elle s'inscrit vraiment dans cette volonté de vulgarisation des problématiques. Quand on parle du sujet de l'eau, on va dire tout se complique. En tout cas, tout doit être adapté au territoire, et la question de la gouvernance, les précédents sujets abordés étaient déjà assez complexes. Aujourd'hui, on a essayé de trouver une approche assez simplifiée pour parler justement de la façon dont les aménagements et les solutions naturelles permettent de faire de la prévention des risques. Donc on a plusieurs risques liés à l'eau, la sécheresse et l'inondation, mais il y a également tout ce qui est mouvement de terrain, incendie, avalanche, tempête, submersion. On m'en a mis énormément. Je ne sais pas si tout ça s'applique au même territoire, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui sont liées à la gestion de l'eau. Et le changement climatique et la multiplication des aléas demandent à chaque territoire d'augmenter son niveau de résilience et son adaptation. Et on a trouvé que c'était une bonne façon, une façon plus positive de parler de cette gestion et de cette prévention des risques, d'aller chercher dans les solutions fondées sur la nature les choses qui avaient déjà été mises en œuvre et qui fonctionnent et qui ne sont pas de la rémédiation ou de la solution post-apocalypse, on va dire, mais qui sont vraiment des solutions de prévention. Ça concerne évidemment énormément de personnes, puisque c'est 18 millions de personnes exposées aux inondations
À mon avis, on peut en décompter un tout petit peu plus à partir de cet après-midi, puisqu'il y a des sites qui n'avaient pas été inondés depuis longtemps et qui sont de nouveau soumis à des inondations. On a le retrait gonflement des argiles. Enfin voilà, on a un certain nombre de phénomènes qui nécessitent d'accentuer justement tous nos efforts et tout ce qu'on peut mettre en œuvre autour de la prévention. Et on va regarder aujourd'hui comment les collectivités justement s'emparent de ces sujets, quels sont les travaux qui ont déjà été menés. Et on va commencer pour ça avec un premier intervenant qui sera Freddy Ray, qui est expert chercheur à l'INRAE. Et je vais également appeler Cyrielle Pasquier, qui sera l'animatrice de cette séquence. Et je vous souhaite une bonne séquence et je reviendrai en conclusion. Merci Audrey, bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer ce 5e et dernier événement, nous allons aborder les enjeux de la prévention des risques naturels et des solutions fondées sur la nature. Et pour ce faire, nous accueillons Freddy Ray. Bonjour, alors Freddy Ray, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous présidez également la commission gestion des écosystèmes à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et en parallèle, vous êtes maire de Saint-Nicolas-de-Macherin, une commune de 977 habitants exactement, située dans le département de l'Isère. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais en charge du cycle de l'eau. Et enfin, vous êtes conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Une première question sur le concept de solution fondée sur la nature qui est relativement récent. Comment pouvons-nous aujourd'hui le définir ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature ? Comment fonctionne-t-elle ? Quel type de réponse apporte-t-elle ? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose qu'on décortique un petit peu le nom, puisqu'on parle de solution fondée sur la nature. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une solution déjà ? Se dire qu'on est à la dimension du projet. Et ce projet, donc, il va être fondé sur la nature. Ça veut dire qu'on va utiliser notre connaissance du fonctionnement des écosystèmes pour agir sur un milieu. Donc, on va se servir de la nature. Mais ce n'est pas tout, il y a un terme qui est caché dans la définition. Il faut que je prenne la petite zapette, je crois. Voilà. Il y a un petit terme qui est caché, qui n'apparaît pas dans le nom du concept. C'est le terme de co-bénéfice. Il faut qu'en fait, on parle de solutions co-bénéfice fondées sur la nature. Pourquoi co-bénéfice ? Parce qu'il faut qu'il y ait systématiquement deux bénéfices, deux gains. Il faut qu'il y ait un gain pour la nature. Souvent, on dit plutôt un gain pour la biodiversité. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas que se servir de la nature, mais on sert aussi la nature. Et ça, c'est une condition qui est non négociable. Il faut qu'il y ait ce gain pour la nature et il faut qu'il y ait un deuxième bénéfice. Et là, on parle de défis sociétaux auxquels il faut qu'on puisse répondre. Et parmi ces défis sociétaux, on va trouver les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, comme la prévention des risques naturels, la sécurité d'alimentation en eau, mais c'est aussi la sécurité alimentaire, c'est aussi la santé humaine ou encore le développement socio-économique. Donc voilà ce qu'on met vraiment derrière les solutions fondées sur la nature. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples concrets de solutions fondées sur la nature ? Alors oui, puisqu'on parle de l'eau. Donc voilà un schéma qui vous montre quelques exemples d'interventions et d'aménagements que l'on peut qualifié de solutions fondées sur la nature. Chaque petit rectangle va représenter un type d'action. Donc on voit déjà que ça peut être des actions locales sur un bassin versant, mais c'est bien sûr un ensemble qu'il faut considérer, puisque dans le domaine de l'eau, on va parler du cycle de l'eau, et ça va être autant le grand cycle, l'eau des rivières, que le petit cycle, donc l'eau potable, l'eau usée et l'eau pluviale. Donc on peut en prendre un peu au hasard, mais moi j'aime bien celui qu'on a sur les... Alors je suis un peu petit, mais hop, sur les zones humides. Lorsque vous aménagez une zone humide, souvent vous avez ce milieu sur lequel vous allez avoir une certaine flore, de la faune, donc un aménagement qui va bénéficier à la nature, à la biodiversité. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec les zones humides ? On permet à l'eau de venir se sortir du cours d'eau et donc venir dans cette zone humide. Par définition, vous avez, lorsqu'il y a des crues, une partie de l'eau qui va sortir du cours d'eau et qui va venir se stocker de manière temporaire dans cette zone humide. Donc c'est autant d'eau qui ne va pas participer à la crue.
Alors, ce n'est pas avec ça que vous allez empêcher l'inondation, mais si vous avez plusieurs zones humides un peu partout, vous allez à chaque fois contribuer à diminuer cette lame d'eau. Et en même temps, cette eau, elle est ralentie, voire même stockée pendant un temps dans la zone humide. Et donc avec ça, vous allez favoriser les échanges avec le sous-sol, si le terrain est perméable. Donc vous allez aussi participer à recharger les nappes grâce à ce ralentissement de l'eau. Donc on a un exemple ici qui n'est même pas d'intervention co-bénéfice, mais qui est même multi-bénéfice. Un gain pour la nature, on répond au défi sociétal de la prévention du risque d'inondation et au défi sociétal de la sécurité de l'alimentation en eau potable. Et donc là, ça, c'était un exemple, mais chaque petit rectangle ici va désigner un type d'action que l'on peut qualifier de solution fondée sur la nature. Vous parlez d'inondation. Quel risque naturel lié à l'eau, le changement climatique, fait-il peser sur nos territoires? Alors, c'est d'actualité. Hein. On a depuis hier des territoires, des départements qui sont classés en vigilance rouge à cause des inondations. Alors cette vigilance rouge, elle n'existe pas depuis tellement longtemps au niveau des bulletins météo, mais je pense qu'on en voit de plus en plus, ce qui fait qu'on se dit bien que cette occurrence des phénomènes un petit peu extrêmes, hein, les vigilances rouges, ça reste des phénomènes qui devraient être exceptionnels, eh bien, ils se répètent, on en a de plus souvent, et on sait bien qu'on a, moi je préfère parler du dérèglement climatique, où on a ce système très paradoxal avec l'eau, d'avoir sur une année des périodes sur lesquelles on va être en excès d'eau actuellement, et puis dans quelques mois, on sera en déficit à plusieurs endroits. On l'est encore dans certains départements de la métropole, mais on l'est quand même, on va l'être certainement un peu partout dès lors qu'on va rentrer sur des périodes un peu plus sèches. Donc on voit bien de quelle manière le dérèglement climatique va causer ces phénomènes sur l'eau, encore une fois, qui sont des phénomènes extrêmes inverses entre le déficit et les excès d'eau. Alors vous êtes à l'interface entre science et société, directeur de recherche et élu local. Selon vous, comment convaincre les décideurs, les élus, les gestionnaires des collectivités territoriales de s'emparer de ces solutions fondées sur la nature? Déjà en venant au hub des territoires pour en parler, parce qu'il faut faire connaître un petit peu ce concept-là. Alors, on parle de concept nouveau. Oui, le terme de solution fondée sur la nature est apparu il y a quelques années, mais ces actions-là, elles se font depuis très longtemps, à l'échelle des territoires, à l'échelle des syndicats de rivières, de faire de la restauration de rivières, de faire de l'aménagement de zones humides. Ce ne sont pas des choses qui sont tout à fait nouvelles. Simplement, qu'est-ce qu'apporte ce concept-là? C'est justement par rapport au terme caché de co-bénéfice. Parce que ça oblige à regarder un peu partout en même temps. On ne fait pas des actions qui sont là que pour restaurer des milieux. Ce n'est pas qu'une finalité écologique au sens large. Et ce n'est pas non plus que des projets sur lesquels on va avoir une finalité qui va être tournée vers la réponse aux défis sociétaux, comme prévenir des inondations. Il faut arriver à faire deux choses en même temps. Ça veut dire que dès la commande, dès le début, il faut penser à avoir des actions qui soient voire multi-bénéfices. C'est là que c'est important de pouvoir s'adresser à ceux qui vont passer la commande, notamment au niveau des collectivités, pour qu'on puisse penser à faire ces solutions fondées sur la nature. Et il faut arriver à convaincre de leur efficacité, parce que par rapport à certains phénomènes comme les inondations, comment vous prévenez des habitations par rapport aux inondations? Avec des aménagements qui sont plutôt rigides. Donc on va plutôt faire des digues, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On protège avec des ouvrages inertes qui ont une certaine résistance. N'allez pas me protéger des habitations avec du génie végétal uniquement. On est bien d'accord. Ce sont des branches de saule qui vont se coucher lorsque la crue va passer. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait confiance dans ces systèmes-là. Et parfois, la solution peut être de faire des interventions hybrides, où on va combiner, par exemple, le génie végétal et le génie civil. On peut tout à fait avoir une protection de berge avec des ouvrages, des matériaux inertes, des enrochements, par exemple, mais penser à faire de la végétalisation de l'enrochement pour créer une trame verte, et donc avoir à la fois le bénéfice de la prévention ou de la protection par rapport aux inondations, mais aussi un bénéfice pour la nature avec une composante végétale que nous allons intégrer directement dans l'ouvrage en question. Donc,
il faut encore arriver à avoir confiance dans ces méthodes-là, mais ce ne sont pas des solutions uniques ou des solutions miracles. Il faut penser à beaucoup d'aspects en même temps. Enfin, une dernière question, et si on zoome sur votre commune, Oui. Quelles solutions fondées sur la nature avez-vous mis en place dans votre commune et pour répondre à quelles problématiques? Alors, dans ma commune, ça va être juste après. Ça, c'est pas ma commune, c'est juste à côté de ma commune, mais c'est un exemple sur le territoire sur lequel j'ai justement ce rôle de décideur, parce que c'est aussi l'avantage, connaître un petit peu le principe de fonctionnement de ces milieux et des types d'actions qu'on peut avoir fondées sur la nature, mais aussi d'être en position de décideur pour inciter justement à les mettre en place. Donc là, vous avez un exemple d'intervention sur un cours d'eau qui aujourd'hui fait des méandres. Donc on a restauré un cours d'eau qui auparavant courait le long de la voie ferrée et qui était rectiligne et perché. Donc en faisant ce système-là, eh bien, on a donc restauré un milieu dans son fonctionnement naturel, le méandre, et puis en baissant la ligne d'eau, on ralentit également le cours d'eau, donc on participe à la protection de la ligne de chemin de fer par rapport aux inondations. Voilà un exemple concret de ce qu'on peut faire sur nos territoires, sur mon territoire, dans le pays voronnais, d'utilisation d'une solution fondée sur la nature pour protéger des infrastructures tout en restaurant des milieux. Et puis, ah oui, c'est de là que je viens, du fin fond de l'Isère à Saint-Nicolas-de-Macherin. Et donc dans ma commune, un autre type d'action, la cour d'école. On avait une cour d'école qui était entièrement bitumée. Et donc l'idée, ça a été d'enlever le bitume et de rendre des terrains perméables à l'eau, donc cette fameuse désimperméabilisation des milieux, et puis d'injecter une composante végétale, donc planter des arbres, mettre des arbustes, et puis créer également des noues pour gérer les eaux de pluie. Ce qui fait qu'ici, lorsqu'il pleut, il y a une partie de l'eau qui va s'infiltrer. Même le revêtement que vous voyez au premier plan, pour qu'on ait des terrains en dur, pour que les enfants puissent faire du vélo, jouer au ballon, eh bien, c'est un revêtement qui est poreux et qui laisse passer l'eau. Et si on a une quantité d'eau importante parce qu'on a une grosse pluie, eh bien, on a une inclinaison du terrain qui va venir contre le muret ici avec un ensemble de végétaux. Et en fait, ça correspond à une noue où l'eau de pluie va pouvoir s'infiltrer. Donc de cette manière-là, on participe au fait de réinjecter de l'eau de pluie dans les sols. Ça va éventuellement rejoindre les nappes pour nous. Ça permet aussi de désengorger les réseaux d'eau pluviale. Et souvent, les eaux pluviales sont collectées et rejoignent les eaux usées et vont jusqu'aux stations d'épuration. Et lorsqu'il y a des grosses pluies, eh bien, ça déborde, les déversoirs d'orage débordent avec des lingettes. Donc tout ça, ça permet justement de faire en sorte qu'on sépare bien les circuits d'eau usée, d'eau de pluie. Et je pense que les enfants sont contents. Là, c'était juste après les travaux. Maintenant, c'est bien vert de pouvoir être sur un espace qui est rendu un petit peu à la nature, puisqu'on a toute une diversité d'espèces qui sont mises en place dans ce type d'aménagement-là. C'est pas juste faire du vert, hein, c'est aussi rendre des systèmes plus naturels avec une diversité d'espèces végétales. Merci beaucoup Frédéric Ray pour votre intervention et pour votre présence ici au Hub des Territoires. Merci à vous. Alors je vous propose de poursuivre avec des retours d'expérience de 3 acteurs qui se sont emparés du sujet des solutions fondées sur la nature. Alors avec à distance Christophe Molin, directeur de l'agence d'urbanisme de Saint-Omer, également Bertrand Desgriec, technicien de rivière au sein du syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Rhôme, qui est normalement avec nous en présentiel. Vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Et enfin, Valentine Norève, responsable du programme Nature 2050 de CDC Biodiversité. Alors, je vais commencer avec vous, monsieur Christophe Molin. Est-ce que déjà vous nous entendez? Bonjour à toutes et à tous en présentiel et en visio. Bonjour monsieur Molin. Alors, peut-être une première question en guise de présentation de votre territoire. Quelles sont les spécificités du territoire de l'Audomarois en matière d'eau et quels risques le changement climatique fait-il peser sur ce territoire et sur ses ressources en eau? Je vais être dans la continuité finalement de la présentation précédente. Normalement, il y a une présentation qui défile. On va pouvoir se mettre sur la slide numéro 1
On a un territoire qui a été très médiatisé ces dernières années, ces derniers mois, pardon. Donc je pense que ça va parler un peu à tout le monde. Avec cette carte-là, l'idée c'est de vous montrer la spécificité du territoire de Saint-Omer, qui est finalement un territoire d'interface. On a la ville, c'est la partie un peu au centre de la carte qui est noire grisée, qui est voilà, qu'on est juste là, qui est finalement implanté entre le massif crayeux de l'Artois et la plaine argileuse de Flandre. Donc sur la partie ouest, qui est en jaune sur la carte, on a donc là toute la roche calcaire de l'Artois qui est sensible à l'érosion et qui a généré tout un paysage de relief vallonné de plateaux et puis une vallée de la rivière qui est ensuite canalisée quand elle passe dans le milieu urbain, qui traverse l'ensemble de ce massif de l'Artois. Là, on a plutôt un sol qui est drainant, qui permet d'infiltrer l'eau et d'alimenter les nappes. À l'inverse, sur toute la zone que vous avez en bleu et qui part vers le Dunkerquois, on a là la plaine de Flandre avec des sols qui, eux, sont argileux et imperméables et qui donnent naissance au paysage du marais du delta de l'Ar. La carte qu'on a produite, c'est une carte qu'on a travaillée en 2019 à l'occasion d'un Europan et finalement qui permet de synthétiser les principaux enjeux géologiques et paysagers du territoire. Et tout de suite, quand on vous parle territoire, vous voyez, et je pense que vous avez dû en parler dans d'autres hubs, va se poser la question de la gouvernance, puisque à minima, il faut prendre les bassins versants, mais là, quand vous voyez cette carte à très large échelle, on est finalement sur une biorégion sur laquelle il faut travailler. Et puis cette carte-là, elle nous a également permis d'établir tous les liens entre la nature des sols et l'occupation du sol, notamment en y regardant la question des activités agricoles et industrielles. Et donc c'est une carte assez complète qui nous a permis de mener un dialogue avec les différents partenaires et notamment acteurs de l'eau, puisque le territoire, en ayant fait cette présentation rapide, il est soumis à plusieurs risques que vous avez cités. La question des inondations récentes qu'on a vécues, mais avant cela, on oublie très vite la question des sécheresses, parce que quand on est dans le Pas-de-Calais comme nous, les 2 derniers étés, finalement, il y avait un peu le côté sympa, il fait un peu plus chaud, mais on avait aussi cette canicule qui anticiper d'autres problèmes qui ont été ceux de l'inondation. Et donc, en corollaire, on a la double peine avec le retrait-gonflement des argiles et tout ce que ça peut amener comme problématique à la fois sur le bâti et sur les populations. Alors, la ville de Saint-Omer a fait le choix de repenser la place de l'eau dans les politiques d'aménagement et les projets d'urbanisme. Concrètement, comment cela se traduit-il et quel est l'objectif fixé in fine? Alors, on va passer sur la slide suivante. On a travaillé sur 3 secteurs de projet. Sur le pôle urbain, pour le moment, on n'a pas réussi sur la grande échelle que je vous ai montré à travailler dessus. On va y travailler sur cette grande échelle, notamment avec dès demain une signature de convention de partenariat qui associe l'Agence de l'eau Artois-Picardie et les différents syndicats des eaux des bassins de l'Artois pour pouvoir travailler ces sujets à grande échelle. Mais déjà, à plus petite échelle, qui est l'échelle du pôle urbain, on a travaillé trois, trois secteurs de projets. Sur cette première carte, vous voyez ici à l'est, donc la partie plutôt gris bleuté, on est à l'interface entre le marais audomarois et le cœur urbain de Saint-Omer qui suit le canal là canalisé. Et donc là, on a décliné tout un parc hydraulique qui est en capacité de temporiser les eaux au moment de la montée des eaux et de recevoir du coup de manière oscillatoire la variation des niveaux. L'idée sur ce parc, c'est également qu'il soit habité et que, notamment habité par de nouveaux espaces publics, puisque quand il n'y a pas d'eau, il faut aussi que ces espaces-là puissent pouvoir servir en cœur urbain. La deuxième partie de projet, toujours sur la même slide sur lequel on a travaillé, c'est la partie à l'ouest, la partie qui est en jaune plus foncé avec les petits points rouges que vous voyez dessus, où là on est à la limite de la ville historique de Saint-Omer
avec son urbanisation des années 70, 80, 90 sur les communes de Longnes, Arques et Saint-Martin, et où on se situe finalement à cette transition géologique, où on est sur les sols plutôt calcaires, et là on propose un parc crayeux. Ce parc crayeux, il a deux vocations. La première chose, c'est qu'avant d'être urbanisé dans les années 70-80, c'était aussi des territoires où il y avait la nature. Et donc, tout le projet sur ce secteur-là, il repose sur deux ambitions. La première, c'est que c'est un territoire sur lequel, au regard de l'urbanisation des années 70-80, on peut se permettre de densifier et d'amener des nouvelles activités humaines, mais en même temps, ce sont des espaces, de la même manière par l'urbanisation des années 70-80, qui a été intégralement imperméabilisés et où la présence hydrologique a été complètement gommée, et donc le projet là-dessus prévoit de retravailler la présence et la récupération des eaux qui arrivent en amont. Le troisième secteur de projet, ce sont les cartes suivantes, c'est le cœur historique même de Saint-Omer, sur lequel on est sur un site patrimonial remarquable qu'on vient d'élaborer, et sur lequel on a souhaité à la fois préserver le patrimoine, mais également inscrire la ville dans les enjeux contemporains de transition écologique. Et donc sur cette première carte, vous voyez, quand on analyse un peu le tissu urbain, on voit apparaître un jardin public en vert très clair, alors qui apparaît peut-être en bleu ciel, mais qui fait 20 hectares dans la ville. On voit apparaître des zones bleues également dans le tissu urbain, qui là sont des parcs et jardins publics pour 3 hectares. Et puis on a 9 hectares de jardins privés qui sont les zones vertes. La première chose qu'on a faite dans ce document d'urbanisme, qui est le site patrimonial remarquable, c'est qu'au même titre, on préserve le bâti, on a sanctuarisé finalement ces espaces naturels sur lesquels les sols ont peu ou prou été modifiés. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, et c'est la carte suivante, c'est qu'en regardant également à la fine échelle tous les espaces perméables aujourd'hui non bâtis, c'est ce que vous voyez en jaune, on a un potentiel de 9 hectares sur lesquels on a inscrit dans le document d'urbanisme un objectif de 50% de pleine terre et de 100% de désimperméabilisation. Et donc, on a un objectif sur l'intégralité du site patrimonial remarquable de 30% de la surface du site qui soit demain, qui retrouve une qualité des sols avec de la désimperméabilisation et de la renaturation. Alors, on parle avec vous de désimperméabilisation et de renaturation des sols urbains. Alors, en quelques mots, quels sont les avantages que présentent ces solutions fondées sur la nature et en quoi est-il important, selon vous, d'encourager ce type de solution ? Alors, ça a été dit, on va passer sur la slide suivante, ça a été dit, c'est que on peut faire aussi beaucoup de travaux en amont, et notamment toutes les zones d'expansion des crues sur lesquelles sans doute vous allez revenir, mais le milieu urbain, il a aussi son rôle à jouer. Et on le voit ici avec ce parcours hydrologique du cycle de l'eau en milieu urbain. On a un enjeu d'activer le métabolisme par la renaturation, avec la possibilité de fait d'utiliser mieux la ressource en eau, d'activer les végétaux dans la ville, de réduire le ruissellement. Aujourd'hui, le ruissellement en milieu urbain représente plus de 50%, de renforcer les écosystèmes des sols, d'alimenter les nappes, et puis également de favoriser les îlots de fraîcheur. Merci beaucoup, Monsieur Molin. Je me tourne maintenant vers Bertrand Desgriec. Donc, vous êtes technicien de rivière au sein du syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Rhôme. Alors, pour commencer, un mot peut-être sur votre syndicat. Comment est-il né et quelles sont ses missions ? Bonjour à tous. Donc, il est né en 2018 suite à la création de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et on intervient sur le bassin de la Maine en Maine-et-Loire. Donc tout ce qui arrive à Angers dans la Maine, donc la Sarthe, la Mayenne et le Loir.
qui sont gérés par le département de Maine-et-Loire, vu qu'on est sur des rivières du domaine public fluvial. Et nous, on va gérer tous les affluents, jusqu'aux limites du département, avec la Mayenne, le département de la Mayenne. La rivière porte aussi le nom Mayenne, et le département de la Sarthe. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter... J'avais une carte qui présentait le territoire. Mais... Peut-être afficher la carte. Donc on intervient sur 1500 km². Voilà. Donc avec Angers en grosse ville du territoire, les basses vallées angevines, la Sarthe, le Loir et la Mayenne. Et donc on est à cheval sur ce bassin de la Maine. On a aussi la Rhôme, qui est une rivière qui se jette directement dans la Loire. Et on est à cheval sur 4 intercommunalités: Angers-Loire Métropole, la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, celle des vallées du Haut-Anjou et Loire-Layon-Aubance, que vous devez connaître à travers les vins. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter le projet de renaturation du ruisseau de Marcé et de ses zones humides attenantes, un projet qui est lauréat du trophée national Génie écologique 2022. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Pourquoi était-il nécessaire de renaturer ce cours d'eau ? Alors, si on a renaturé ce cours d'eau, c'est qu'il a été dénaturé. Donc, c'est important de parler d'où on vient, du passé. Donc ça, c'est toujours notre territoire et c'est l'état des masses d'eau sur notre territoire. On a une vingtaine de masses d'eau. En rouge, c'est celles qui sont en mauvais état. En orange, médiocre, moyen, en jaune et vert, en bon état. Donc vous voyez, on n'a aucune masse d'eau en bon état. La seule en bon état tout en bas, c'est la Loire. C'est le périmètre du bassin versant de la Loire. Donc, sur notre territoire, en Maine-et-Loire, on a 5% de masse d'eau en bon état. Si on remonte à l'échelon du dessus, à la région, on en a 11, 43,5 en France et 40 en Europe. Donc, on est un peu le mauvais élève, un des mauvais élèves au niveau national. Donc, ça dresse un peu l'état des cours d'eau. Donc ils sont en mauvais état, et on a aussi des cours d'eau qui s'assèchent l'été en 2023 suite à 2 sécheresses. Donc 2022 et 2023, on avait au mois d'août 80% des cours d'eau qui étaient à sec. Donc c'est tous les cours d'eau que vous voyez en rouge sur la carte. En bleu, c'est ceux qui coulent. En jaune, c'est ceux qui coulent mais insuffisamment pour maintenir la vie aquatique. En orange, il n'y a plus que des poches d'eau, et en rouge, il n'y a plus d'eau. Donc un cours d'eau sans eau, forcément, il est en mauvais état. Et donc, je vous disais, si on renature, c'est qu'on a dénaturé. Les périodes d'après-guerre, les années 60 à 90, on a, en même temps que le remembrement agricole, dans les régions de plaine, on a rectifié les cours d'eau. Donc les cours d'eau dont parlait Freddy tout à l'heure à travers son exemple ont été mis tout droit. Ici, on a un exemple. Les limites cadastrales que vous voyez ici, c'est l'ancien tracé du cours d'eau. En bleu, c'est le tracé actuel qui a été recalibré dans les années 60. Donc en fait, les petites parcelles agricoles étaient agrandies. Le cours d'eau déplacé, on le mettait rectiligne, très droit, très profond. Donc on accélérait le cycle de l'eau. Et de ces cours d'eau méandriformes, on passait à un cours d'eau rectiligne. Donc on a, en même temps qu'on a arraché les haies dans les prairies, redressé ces cours d'eau, on a accéléré le cycle de l'eau. Ce qui provoque aujourd'hui l'assèchement de nos cours d'eau, vu que l'eau est de moins en moins retenue sur les territoires. Forcément, donc, on arrive sur le projet de renaturation. Donc ici, on est sur le ruisseau de Marcé, donc on est sur 2 communes, Marcé et Sèche. On a renaturé le cours d'eau 500 mètres en amont de l'autoroute. Ici, vous avez l'autoroute A11 qui fait Paris-Nantes. On a restauré 500 mètres en amont de l'autoroute. Donc là, on est resté dans le lit du cours d'eau. Il était déjà dans son lit, donc on l'a retravaillé dans son lit. Et ensuite, la partie aval de l'autoroute, rectiligne, on a fait la partie méandriforme. Donc de 1700 mètres avant travaux, on est passé à 2200 mètres. Donc on a multiplié par 1,3 le coefficient de sinuosité. Et ce coefficient, il nous est donné par des experts de l'Office français de la biodiversité qui, en fonction de votre superficie de bassin versant, en fonction de votre pente, vous disent qu'un cours d'eau de telle nature doit avoir un coefficient de sinuosité de 1,3. Donc on avait un cours d'eau rectiligne, là on voit les photos, très profond, qui faisait presque 2 mètres de profond,
Donc forcément, qui drainait toute la roselière qu'il y avait à gauche et les peupliers, et toutes les parcelles, la grande parcelle en rive droite. Et dans cette parcelle, on a remis le cours d'eau comme il est là. Donc d'un cours d'eau de 2 mètres de profond, on est passé à un cours d'eau de 30 cm de profondeur. Donc forcément qui va retenir l'eau du fait qu'on rehausse le fond. Et quand il y aura des crues, il va déborder et il va aller s'étaler dans les parcelles voisines. Donc ça, c'était juste après travaux. Vous pouvez voir que la nature reprend très très vite ses droits. Et moi, je dis toujours, quand j'explique à des élus ou au grand public, des cours d'eau comme ça de plaine qui font des cours d'eau de tête de bassin versant, donc les cours d'eau qui partent dès les sources. Normalement, quand on est assis sur la berge, on doit avoir les pieds dans l'eau. Si vous êtes assis sur la berge et vous n'avez pas les pieds dans l'eau, c'est qu'une pelle est venue creuser le cours d'eau et a rectifié le cours d'eau. Donc un cours d'eau, comme on avait avant, qui faisait 2 mètres profond, 2 mètres de profondeur, la nature est incapable de le faire dans nos régions de plaine. On n'a pas beaucoup de pentes, on n'est pas dans les Alpes où il y a beaucoup de pentes, beaucoup de force pour arracher des matériaux, éroder les berges. Donc elle est incapable de creuser quelque chose de si profond. Si ça a été si profond, c'est qu'une pelleteuse est venue l'approfondir avec les besoins qu'on avait à l'époque de production d'après-guerre. Il pleuvait aussi peut-être plus régulièrement, donc en fait le but c'était d'évacuer l'eau le plus vite possible à l'aval. Mais maintenant avec le réchauffement climatique, les périodes d'assèchement qu'on a de plus en plus récurrentes, on a besoin de retenir l'eau là où elle tombe. Donc ça passe par ces reméandrages qui vont freiner l'eau, qui vont permettre à plein d'habitats de se redévelopper et d'avoir la notion de co-bénéfice que Freddy expliquait tout à l'heure. Ça, c'est des photos vues du ciel. Donc voilà, vous voyez les méandres qu'on a refaits. La parcelle, oui, en haut à gauche, avec le cours d'eau qui a été rectiligne, il était sur la gauche, on l'a déplacé en rive droite. Et en espace de 5 mois, eh ben, ça se revégétalise très vite. Donc le cours d'eau avant était ici, très profond, le long, très rectiligne. Et maintenant, toute cette zone, quand il y a des crues, est en eau. Et l'eau est retenue sur la zone humide, ce qui permet de protéger les villes en aval. En termes de bénéfices, donc ça, les travaux se sont terminés en 2022. On a mis tout un tas de suivis, d'inventaires. Les élus ont voulu mettre le paquet là-dessus pour vulgariser, parler de tout ça et des bienfaits au grand public. Et on va faire à peu près 10 000 € de suivi par an pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, la collectivité a décidé de mettre 100 000 € sur le suivi. Donc parmi les suivis, il y a un suivi hydrologique. Donc on a mis 2 piézomètres sur le site. On les a mis avant travaux et après travaux, ce qui a permis en gros de voir que suite aux travaux, ici on est sur la période après travaux, la nappe s'est stabilisée. La nappe d'eau et les parcelles avoisinantes ont un engorgement en eau stabilisé. Je n'ai pas précisé, on est sur une tourbière. Donc la particularité des tourbières, c'est qu'elles sont toute l'année engorgées d'eau, ce qui fait qu'on est dans un milieu sans oxygène et que la matière organique ne se dégrade pas. Donc on est sur une matière organique qui s'accumule, de l'eau en permanence toute l'année, et donc la matière organique qui n'est pas dégradée, c'est du carbone. Donc les meilleurs captages carbone sont dans les tourbières. Une tourbière stocke plus de carbone qu'une forêt, par exemple. Donc premier suivi sur l'hydrologie. Donc là, je vous ai remis un petit schéma sur les bénéfices des tourbières. Donc c'est 3% des terres émergées dans le monde, un peu ce que ça stocke. 75% de tout le CO2 atmosphérique, c'est les tourbières. Peut-être une petite conclusion, Monsieur Desgrecques. Désolé, le temps passe très très vite. Donc deuxième suivi sur les oiseaux, 203 individus, 25 espèces. Je passe vite. Voilà, 4 espèces protégées qui ont été trouvées sur le site. Les papillons de nuit, pareil, voilà, avec des espèces protégées. Et la dernière diapo sur les habitats. Une conclusion, oui, le projet a quand même fait beaucoup parler de lui grâce à ce titre, ce qui nous emmène là aujourd'hui, et c'est très important. Suite à ça, les élus ont bien compris que c'était important de restaurer ces milieux-là. On est vraiment dans l'éco-bénéfice, écrêtement des crues, création d'habitats, épuration de l'eau, stockage de carbone. On est vraiment dans le parfait exemple de la solution fondée sur la nature.
Et aujourd'hui, nous, ça permet de dupliquer ça sur notre territoire. Ça nous fait une vitrine et ça nous permet d'accélérer la mise en place de ces pratiques-là. Et on peut que s'en réjouir. Merci beaucoup Bertrand Desgriec. Alors maintenant, j'appelle notre dernière intervenante, enfin notre dernier retour d'expérience de Valentine Norev, qui est normalement avec nous à distance. Est-ce que Madame Norev, vous nous entendez bien, pardon? Oui. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super, merci. Alors, vous êtes responsable du programme Nature 2050 de CDC Biodiversité. Alors, je me permets en quelques mots de présenter CDC Biodiversité. Donc, c'est une filiale du groupe Caisse des dépôts et des consignations. CDC Biodiversité développe depuis 2008 des solutions innovantes fondées sur la nature et adaptées aux besoins des acteurs publics et privés. Alors, ces 3 axes sont conseiller, mesurer et renaturer. Alors, vous êtes responsable du programme Nature 2050 de CDC Biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce programme national et quelle est son ambition et comment il fonctionne? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc, le programme Nature 2050, c'est un programme qui a été créé en 2016 par CDC Biodiversité. Et on a créé en 2019 un fonds de dotation, donc le fonds Nature 2050, ce qui permet à plus de structures de s'engager pour nous soutenir. On est vraiment un programme de mécénat, c'est-à-dire qu'on a des contributeurs qui vont contribuer au programme et nous, de l'autre côté, on va redistribuer ces contributions à des projets de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire des projets qui concilient trois paramètres: un intérêt de restauration de la biodiversité, un intérêt d'adaptation des territoires aux effets du changement climatique et aussi un effet positif sur tout ce qui est le territoire socio-économique de là où est situé le projet. C'est un programme avec une gouvernance qui se veut la plus inclusive possible. À l'écran, vous avez les logos des différentes associations et structures qui composent le comité de pilotage du programme, ainsi que le conseil d'administration du fonds de dotation. Et donc, on se réunit plusieurs fois par an pour leur présenter les projets qu'on souhaiterait intégrer au programme et recueillir leur avis sur l'intérêt de ces projets de solutions fondées sur la nature. Ils vont également nous conseiller sur les orientations stratégiques à donner au programme et ils vont garantir la rigueur du suivi écologique qui est mis en place jusqu'en 2050, puisqu'on s'appelle Nature 2050, c'est-à-dire qu'on conventionne avec nos porteurs de projets jusqu'en 2050. Ils s'engagent à ce que la vocation écologique des projets soit maintenue à minima jusqu'au 31 décembre 2050. Et nous, après, on ferait le pari que les écosystèmes seront suffisamment renaturés pour qu'ils ne soient plus détruits et que la législation avance dans le bon sens. Et également, on met en place tout un suivi des projets dont l'ambition est de faire la preuve de l'intérêt des solutions fondées sur la nature par rapport aux solutions grises. Alors, vous nous parlez des projets que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de projets, réalisations, donc accompagnés par ce programme national avec des résultats mesurables et concrets, si possible? Tout à fait. Alors tout d'abord, donc là, vous voyez à l'écran les derniers chiffres du programme. On vient de finir notre rapport annuel, donc on a publié à la fin de la semaine dernière. Et donc on suit 82 projets, donc 17 nouveaux projets qui ont été intégrés en 2023, ce qui correspond à presque 4 millions d'euros collectés en 2023 et au total presque 15 millions d'euros sur toute la période de fonctionnement du programme. Si vous allez à la slide suivante, à nouveau des chiffres un peu globaux, mais qui restent intéressants. Notre surface totale d'intervention est de près de 488 hectares, dont on parlait notamment de la gestion de l'eau. On a presque 6 hectares de surface désimperméabilisée qui va permettre une meilleure gestion des eaux de ruissellement, notamment, et plus de 40 plans d'eau et mares créés, ce qui correspond à plus de 8000 hectares impactés au total. Alors, si vous allez juste à la slide suivante, alors si vous voulez parler des projets, vous pouvez sauter 2 slides. De Nature 2050, c'est de préserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes. Un des projets que je voulais vous présenter, c'est la tourbière du plan de l'eau. C'est un projet qu'on suit depuis 2016, qui est situé juste au pied des Ménuires. Donc vous voyez sur
la photo en haut à droite, les menhirs et la tourbière juste en dessous. C'est une tourbière qui a été grandement impactée par des aménagements passés et qui ont abaissé la capacité d'expansion de crues et ce qui a également dégradé les habitats aquatiques et entraîné une fermeture progressive du milieu. Donc nous, les actions qu'on a soutenues en partenariat avec le porteur de projet et d'autres cofinanceurs, c'est le recalibrage et le reprofilage des fossés, la reconstitution de zones de frayère. On a également supprimé pas mal de végétation ligneuse qui avait repris un peu de place sur la tourbière. Et on a reconnecté le torrent qui était à côté, qui n'était plus connecté avec la tourbière. Et c'est un projet sur lequel on commence à avoir un peu de recul. Donc on a eu les derniers résultats des suivis d'indicateurs dernièrement. Et on voit que le fonctionnement du système d'écrêtement recommence à mieux fonctionner qu'auparavant. Donc on retrouve vraiment un fonctionnement presque normal de la tourbière, avec notamment une phase de submersion prolongée en période de hautes eaux. Donc on est vraiment très content de ces chiffres-là. Il y a pas mal d'indicateurs qui sont encore en cours de suivi, notamment les indicateurs d'intégrité du peuplement d'Odonate, sur lesquels on attend d'avoir plus de recul pour pouvoir les interpréter. Mais pour l'instant, ça reste très, très positif. Et si vous allez sur la slide suivante... Super. C'est le projet de restauration de la rivière de Lauzon. C'est également un des premiers projets du programme qui consiste, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de cours d'eau ont été très rectifiés et étaient très droits. L'idée, c'est de restaurer ce cours d'eau pour retrouver un méandrage plus naturel. Du coup, c'est exactement ce qui a été fait sur ce cours d'eau. On a reprofilé les berges, on a rechargé en matériaux, on a restauré la ripisylve. Et sur les premiers suivis qui ont été réalisés en 2022 en amont, au milieu et à l'aval du petit étang, on a des indicateurs qui sont très bons. Vous voyez sur la photo, on retrouve vraiment un remembrage du cours d'eau qui reprend un fonctionnement beaucoup plus naturel. Donc voilà, on commence à avoir des bons suivis. L'intérêt de Nature 2050, c'est aussi qu'on va pouvoir suivre ces projets sur le temps long, donc jusqu'en 2050. Comme je vous le disais, c'est vraiment un pari qu'on fait, que les écosystèmes vont se remettre à fonctionner suite aux travaux qu'on a pu contribuer à financer. Et c'est vraiment voilà, ce pari où on se dit le meilleur moment où il fallait financer ce genre de projet, de solutions fondées sur la nature, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc vraiment, on s'engage sur le temps long et on attend des améliorations des indicateurs. Et je crois que alors, si on a encore un tout petit peu de temps, je ne sais pas trop où est-ce que vous en êtes en termes de timing, je voulais vous parler aussi du projet de renaturation du latent, qui là est un projet qu'on a intégré cette année, donc sur lequel en une minute, si possible. Ouais, en super, une minute. Merci. C'est à nouveau un projet donc de cours d'eau qui a été très recalibré et très remis très droit et qui fonctionnait très peu. Et donc voilà, on a restauré les berges en pente douce, on a créé des planquettes d'éradier. Voilà, on a rasé des seuils, on a restauré des zones humides et c'est un projet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir et on s'attend vraiment à avoir un meilleur fonctionnement du cours d'eau suite au financement de ces solutions fondées sur la nature. Merci beaucoup Valentine Norev pour votre participation à la présentation Avec de ce plaisir. programme national et des projets que vous accompagnez. Alors, comme présenté en introduction de cet événement, sur aquagir.fr se trouve une place de marché qui référence actuellement plus de 150 offreurs de solutions de la filière de l'eau. Alors, parmi eux, 5 entreprises nous font l'honneur d'être présentes pour nous présenter leurs solutions et services qu'elles proposent à destination des collectivités territoriales. Vous pouvez dès à présent retrouver gratuitement le détail de leurs offres sur donc, cette place de marché aquagir.fr. Donc j'invite Brice Sandra à me rejoindre. Voilà, et pour rappel, donc, vous avez 5 minutes chacun pour pitcher votre solution. Donc, bonjour Brice Sandra, vous êtes CEO de Déméter. Bonjour, oui, tout à fait. Nous sommes société à mission pour la végétalisation et la gestion des eaux. Je vais peut-être présenter un petit peu en avançant. Voilà, donc petit logo sympa. En fait, ça rappelle directement qu'à la différence de beaucoup, on va agir plutôt sur le bâti
sur l'existant plutôt que sur la rivière ou la nature existante. On va parler principalement de végétalisation de toiture, mais on ne fait pas que ça. La végétalisation de toiture, c'est quelque chose qui est assez dénigré actuellement du fait de la charge. Et donc, sur nos différents projets, on a développé un nouveau procédé qui nous permet d'être beaucoup plus léger et d'interagir un petit peu comme le font les zones humides, puisque là, on a des caractéristiques un peu classiques, le poids, la fragmentation qui empêchent les mises en place faciles. On est amené à intervenir, on a intervenu sur plusieurs structures, communes, entreprises ou autres, avec un substrat qui, lui, va présenter la caractéristique de ne peser que 40 kg au mètre cube et d'être principalement de la matière organique. Donc agir un petit peu comme une tourbière sur une charge maximum de 46 kg par mètre carré. On va avoir 36 litres d'eau stockée. Et je parle de stockage. De rétention pure et pas de percolation. Donc ce qui va différencier beaucoup aussi, c'est l'épaisseur. On n'est pas sur 7 mais 20 cm, ce qui ajoute des interactions également avec le bâtiment. On va jouer également sur les températures intérieures. On a observé sur les mesures entre 6 et 8 degrés de baisse de température intérieure, équivalent à ce qu'on entend souvent dans le cool roofing. Vous connaissez peut-être les peintures blanches sur les toitures, mais on va également avoir l'intérêt de refroidissement extérieur par le biais de l'évaporation, de l'évapotranspiration et la mise en œuvre d'une végétation locale diversifiée. On va pouvoir partir sur des prairies fleuries ou sur des sélections réellement liées à de l'herborisation locale. Donc là, juste pour repréciser un petit peu comment on travaille, l'idée c'est de mettre en place des isolants, une membrane. L'attention, le choix de la membrane est très importante, le drain, le substrat et surtout la végétalisation locale. Un autre point qui est très important et qui nous permet de donner les chiffres que l'on a actuellement, c'est cette notion d'IoT. Vous en parlez tous, de suivi. Eh bien, on met en œuvre des capteurs dans nos toitures, dans nos murs ou dans les différents systèmes, de manière à être au plus près des données réelles. On a un substrat qui fonctionne tout seul, mais on essaye de comprendre comment il fonctionne et de gérer les interactions. Ça nous a permis de constater sur la région de Toulouse, avec la mise en place notamment de murs végétalisés, une température extérieure à 40 degrés et de 15 à 20 degrés de différence derrière le mur. Ce qui n'est pas le cas, on n'a pas ce genre de mesures habituellement sur ces systèmes. Comme je vous disais, 36 litres d'eau stockée par mètre carré, ce qui représente des quantités assez importantes quand on a des belles surfaces, notamment vis-à-vis des crues, des inondations ou de l'engorgement des réseaux. Je vais vous parler d'un cas d'un centre commercial qui a vu les rejets d'eau abaisser de 70% dans les réseaux, grâce à cette capacité de rétention, sans pour autant dépasser ses capacités de portance pour la toiture. On est en train de mettre en place également sur Toul des micro-jardins de pluie, donc, qui, eux, ont la capacité de retenir 146 litres par volume. Ce qui est impressionnant, ça fait à peu près 70% de la pluviométrie annuelle, globale. On a aussi un très gros travail, et ce qu'on est en train de faire sur les différentes communes, et notamment les écoles, sur la réutilisation des eaux grises, puisque c'est bien dommage de garder cette eau, que l'eau de lavage des mains des enfants par exemple, et de les remettre directement dans un réseau, alors que les produits qui sont utilisés de base n'ont aucune problématique avec l'environnement, avec la végétation. Bien souvent, ils provoquent l'eutrophisation des mares et différents sites. Donc on arrive à un quasi-rejet nul en matière d'eau grise. Donc, comme je vous disais, là, on parle de 35 à 45 ans de durée de vie pour une toiture. C'est dommage d'avoir toutes ces terres qui ont été imperméabilisées. Donc, pour nous, on considère que c'est bien d'y mettre de la végétalisation parce qu'on recrée des zones perméables d'une certaine façon, puisque c'est rare, si vous prenez 1 mètre carré de terre, qu'il ait la capacité de retenir autant d'eau. On est plus proche des niveaux des tourbières. Alors là, il y a une petite erreur. La capacité, c'est donc pas 80 kg, mais 46 kg, dont 36 kg d'eau, 70% de la pluie annuelle. Imaginez si vos toitures de base
été amené à concentrer aucune eau. Ça, c'est des résultats qui sont les moyennes de l'ensemble des opérations qu'on a effectuées. Et ensuite, 80 kg de CO2 stockés de base, sans aucune évolution de la nature, sans avoir initialement à la mise en œuvre. Merci Brice. Sandra. Maintenant, je donne la parole à Martin Werkman, co-gérant d'Aquatiris, qui est normalement avec nous à distance. Oui, bonjour. Vous me voyez? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Vous avez donc 5 minutes. Très bien. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Martin Werkman. Je suis dirigeant associé d'Aquatiris avec Edwige Ledouarin et nous avons fondé il y a 17 ans l'entreprise Aquatiris qui développe des systèmes pour traiter les eaux usées des bâtiments avec des végétaux. Vous pouvez passer la diapo d'après. Voilà, alors à la base, on a démarré avec notre innovation principale. Donc, c'est une solution fondée sur la nature, de low-tech, qui permet pour un bâtiment donc, de traiter les eaux usées, toutes les eaux usées, sans fosse, sans vidange. Notre système a été agréé il y a 15 ans. On a fait des analyses on a fait des études sur notre empreinte carbone, sur la biodiversité. Bref, on a un système qui est plutôt sympathique, qui s'adapte bien sur les parcelles, qui est esthétique, qui est attractif de premier abord, et puis que l'on a confirmé avec nos études, nos analyses du cycle de vie. Vous pouvez passer à la diapo d'après. Voilà. Autre confirmation des performances de notre système, c'est qu'on en a réalisé donc en France 20 000 depuis 20 ans. Et que ces systèmes sont donc on va dire à la croisée des chemins de l'industrie et de l'artisanat, et donc ils s'adaptent bien dans les parcelles. Et puis si on n'est pas tellement sollicité par les grandes collectivités, dans les petites communes, on répond vraiment à un besoin pour le traitement des eaux usées, avec la création de valeur, de métiers de haute valeur ajoutée, et puis une activité artisanale qui n'est non délocalisable, puisque les systèmes sont préfabriqués et assemblés sur site, comme on le voit sur les photos. Je vous laisse faire la diapo d'après. Voilà, donc 100% de nos assainissements sont des jardins, donc ça c'est un petit peu notre côté, notre fibre environnementale. Pour faire ça, on a 200 collaborateurs sur toute la France, puisque comme on fait l'innovation, on fait toutes les étapes, en fait, de l'innovation, du développement jusqu'au développement des savoir-faire pour réaliser les travaux. Et donc ça, Aquatiris, ça représente donc 200 collaborateurs. On est bien impliqué dans les syndicats professionnels aussi pour la qualité. Bon, je passe les détails de notre organisation, mais c'est ce qui fait qu'on a une fiabilité, que depuis 15 ans, 20 ans, les collectivités nous font confiance. Je vous laisse passer la diapo d'après. Mais là où vraiment on sent qu'on est attractif pour les collectivités, parce que notre clientèle principale, c'est des particuliers, sur la première version que vous avez vue de nos procédés. Maintenant, on cherche aussi des voies un petit peu en dehors des sentiers battus concernant le traitement des eaux usées, et donc on voudrait pouvoir réutiliser les eaux 2 fois, comme l'a dit le précédent intervenant, donc avec ce qu'on a appelé nous la phytoréhute. Et donc on décline notre savoir-faire dans différentes directions, mais donc phytoréhute qui permet de réutiliser les eaux ménagères dans les jardins. Les collectivités, il y a souvent aussi des habitats un peu insolites, mobiles ou en péniche. Donc, on a décliné notre système en phyto tiny et en phyto flottante. On verra une photo tout à l'heure. Et puis, pareil que celui qui a fait la présentation juste avant moi, on s'est dit qu'on peut aussi traiter les eaux usées sur les toitures des bâtiments, ce qui permettait de rafraîchir la ville. Et donc, je vous laisse découvrir les photos suivantes. Voilà, donc vous avez 3 exemples. Une phytoflottante pour les JO de Paris 2024, donc à Port-Marly, en haut à gauche.
Une phytotiny, donc ça c'est d'habitat mobile. Alors là, la tiny house n'est pas mobile celle-là, mais ça peut être aussi pour de l'habitat mobile. Donc c'est un petit système très pratique, déplaçable, qui s'adapte bien à cet habitat insolite. Et puis une phytotoiture pour rafraîchir la ville. Là, c'est sur un bâtiment d'entreprise qui permet d'avoir beaucoup d'évapotranspiration en même temps qu'on traite des eaux qui étaient déjà dans le bâtiment. Donc ça ne consomme pas d'eau, au contraire, ça en produit pour la réutilisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Werkman. Alors maintenant, nous passons la parole à Fabrice Grenard et Bertrand Duval, CEO de Biostart. Vous me voyez, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait. Oui, rapidement, un élément de présentation. Je suis Fabrice Grenard, je suis l'un des 5 cofondateurs de la société Biostart. Et l'innovation que je vais vous me présenter là, peut-être slide suivante s'il vous plaît, c'est le fruit de plusieurs années de recherche et développement en partenariat avec l'université de Châtenay-Malabry, l'université de pharmacie, et le groupe L'Oréal, et notamment sa filiale Chimivert Novéal, qui nous ont aidés à concevoir en fait un polymère totalement éco-conçu, car totalement green dans sa composition, et qui a comme principale caractéristique en fait de capter les micropolluants dans les eaux usées et les eaux propres. C'est ça notre métier. Donc en 2024, aujourd'hui, nous allons déployer 4 pilotes à la fois dans les Antilles et en Suisse. Donc on a proposé cette nouvelle technologie aux acteurs qui sont vraiment confrontés à des problèmes d'assainissement. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'entend-on par micropolluants? En fait, les micropolluants sont des molécules qui sont présentes dans les eaux à des quantités infinies décimales, c'est-à-dire de l'ordre de microgrammes par litre d'eau, et qui peuvent avoir, sur l'effet cocktail précisément, des effets extrêmement délétères sur l'environnement, les écosystèmes et la santé publique. Alors, on parle de métaux lourds, de dérivés d'hydrocarbures, de dérivés de perturbateurs endocriniens, de dérivés de pesticides et de médicaments. Enfin, voilà, toutes ces choses qu'on retrouve dans les eaux et dans les rivières et qui ont un effet vraiment délétère pour l'environnement. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais passer rapidement là-dessus sur le cadre réglementaire, mais globalement, il y a une directive cadre européenne qui traite ce genre de choses depuis 2000, qui a subi des inflexions en 2015 et qui oblige aujourd'hui les États membres à traiter en fait les 40 familles de micropolluants les plus délétères pour l'environnement. Il en existe à peu près 110 000 dans l'espace européen. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Alors, quel est le principe? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, sur l'image, vous avez le pictogramme de gauche qui représente en fait notre molécule, le principe même de la molécule, c'est-à-dire que c'est une molécule cage qui, au contact en fait du micropolluant que vous voyez représenté au milieu, vient capter le micropolluant et l'insérer, donc le bloquer pour le retenir. C'est ça le principe. Donc, nous avons breveté en fait cette innovation dans une trentaine de pays dans le monde, principalement en Europe et aux États-Unis et au Canada et puis en Asie. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon là, globalement, illustration des résultats que nous avons eus sur les micropolluants que nous avons testés. Vous avez les pictogrammes de gauche là avec les pics, et ensuite, une fois que le polluant est passé sur notre molécule, vous voyez le diagramme en vert où il reste quasiment plus de pics. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une absorption. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, le principe est le suivant, c'est-à-dire que globalement, on a mis un principe, c'est une colonne qu'on met en fin de traitement, c'est-à-dire qu'on a un traitement primaire, un traitement secondaire, et nous on vient en traitement tertiaire, c'est-à-dire qu'on vient avant le rejet dans le milieu de l'eau dans le milieu naturel. Donc on clipse notre colonne ou notre filtre, l'eau passe sur nos polymères et est débarrassée des micropolluants. Voilà, c'est un peu le principe.
Slide suivante, s'il vous plaît. Globalement, ça c'est le cycle de vie du produit, mais il y a une chose qui est importante, c'est la fin de la slide à droite, c'est qu'en fait notre polymère est recyclable à plusieurs reprises, et donc on peut le régénérer et le remettre en fait dans le processus industriel. Donc on a un traitement globalement à la fin qui est un traitement en déchets ultime, mais on peut le revaloriser, donc on se place dans cette logique d'économie circulaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah, voilà, donc abondance de labels ne nuit pas. Non, il y a simplement trois choses que je voudrais vous dire. C'est qu'on est porté en fait par le ministère de l'Environnement aujourd'hui, qui a quand même beaucoup communiqué sur notre solution. On a eu le label Solar Impulse, qui nous permet également de communiquer. Donc, on fait partie des 1000 solutions aujourd'hui identifiées par la Fondation Solar Impulse. Et puis, on a eu le Seals of Excellence de la Commission européenne, qui nous permet effectivement également d'essaimer, on va dire, plus particulièrement en Europe. Voilà, je crois que je n'ai pas été trop long. Je suis resté dans le timing. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Édouard Mathieu, responsable commercial chez le Printemps des Terres. Bonjour. C'est bon? Ouais. Merci donc Pauline pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je vais présenter le Printemps des Terres. Donc rien de révolutionnaire par rapport à tout ce que vous avez présenté, notamment à Madame nos rêves, à l'écran, et puis vous, monsieur. On est une solution de transition foncière. C'est-à-dire qu'on apporte une expertise, mais surtout on apporte des fonds pour la transition des territoires. Donc on travaille sur le domaine agricole, sur le domaine forestier, mais également sur ce qu'on appelle les zones humides, enfin les zones de préservation, dont les tourbières. Notre fonctionnement est le suivant, c'est que nous achetons le foncier et que nous nous mettons à la disposition souvent des collectivités qui ont des projets de restauration. Donc nous avons déjà 3 acquisitions en France et au-delà de l'apport financier sur le foncier, nous apportons une capacité à refaire financer ces actions par des entreprises par le biais des paiements pour services environnementaux. C'est ce que j'explique ici. Donc il y en a 3 grands types, le carbone, la biodiversité et l'eau. Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nos modalités d'investissement, donc l'encart bleu, en premier lieu, nous investissons dans le foncier. Ensuite, nous finançons, nous mettons en place sur le foncier des actions favorables à l'environnement. Je vais vous présenter en fin de présentation des choses qu'on fait en France. Et ensuite, on fait refinancer, je sais pas si ça marche comme ça, on fait refinancer ces actions par des entreprises désireuses de contribuer volontairement, mais également qui ont des besoins de contribution à un effort global ou de compensation selon le terme employé. Je ne sais pas si on peut régler l'écran. Ouais, merci. Les professionnels, donc c'est important de le mentionner. Notre cofondateur, c'est Laurent Pierremont, c'est le fondateur de CDC Biodiversité, qui a fondé aussi le Fonds Nature 2050. Et donc, on a déjà 2 projets labellisés Nature 2050 en portefeuille, notamment dans les premiers projets en 2021. On en a deux autres qu'on va soumettre cette année pour des restaurations de zones humides et de tourbières. L'autre cofondateur, c'est Sylvain, c'est un professionnel de la finance climatique qui a monté les départements finance climatique de grandes banques françaises et qui donc a dans son réseau plein de connaissances qui permettent de financer des actions de ce type. En parallèle, je précise qu'on fonde l'organisation For Biodiversity Certificates. Ça veut dire que ce qu'on fait, on le fait valider, tamponner par les entités indépendantes qui vont dire « Ah oui, ce que vous faites, ok, oui, c'est vrai, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le cycle de l'eau, ok, vous pouvez continuer et vous pouvez restaurer ». C'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais reçu
d'empêchement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, qu'on va voir des collectivités, qu'on met en place nos actions, on nous a jamais dit ah non, ce que vous faites c'est contraire à ce qu'il faudrait faire. On essaie de mettre en place le plus de co-bénéfices possible, c'est-à-dire qu'on fait travailler des entreprises locales évidemment, on essaie de faire travailler des lycées de gestion ou de protection de la nature, c'est ce qu'on fait dans le Jura par exemple, qui viennent avec nous sur le terrain et qui font les relevés pédologiques, qui font les relevés sur les arbres, les arbustes. Et donc, on met en place tout un univers d'acteurs qui travaillent ensemble pour la restauration de zones humides. Et donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on fait en général, effectivement, on se rapproche de bureaux d'études. Par exemple, dans le Jura et dans les Vosges, là, les deux projets Nature 2050, on travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et puis la LPO, et qui nous font des études d'impact. Et on peut passer directement, si ça vous va, au dernier slide. Voilà, ça c'est le projet de restauration de la forêt de Fincuno dans les Vosges. Ça, c'est un espace, une tourbière qui fait à peu près 20 hectares, enfin 2 hectares, mais 20 hectares en tout, et qui est le plus gros émetteur de carbone du département des Vosges. Et en fait, nous, le but, c'est de restaurer cette tourbière en retirant les drains, parce que la tourbière avait été surexploitée avec une plantation monospécifique d'épicéa. Ça a été ravagé par les scolites, ça a souffert des sécheresses, et donc c'est en train d'émettre du carbone dans l'atmosphère à vitesse grand V. Le but ultime, c'est d'arrêter cette émission de carbone en remettant de l'eau progressivement dans la tourbière pour ne pas la dégrader et que tout parte et que ce soit encore pire. Donc il y a une étude d'impact qui a montré quel est le débit avec lequel il faudrait travailler pour remettre en eau la tourbière. Et le Graal ultime, ce sera qu'elle continue à en restocker évidemment. Donc on va mettre en place une plantation diversifiée sur cette tourbière qui va recréer de la manière organique une fois que la remise en eau aura été effectuée. Donc le boisement est fait d'espèces lâches et d'essences variées, adaptées au territoire vosgien et à l'évolution attendue du climat sur le territoire vosgien. Voilà. Et donc en parallèle, pour finir, on le fait quand même au service de la nature. On essaie de restaurer un des habitats propices aux odonates, donc ces petites libellules, ainsi qu'aux nacrés de la Canneberge. Et puis c'est une zone où le grand tétra des Vosges se plaît, en espérant que peut-être un jour on réussisse à le réinsérer dans cet habitat. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Édouard Mathieu. Et enfin, notre dernier pitcher, Fabrice Montbarbon, responsable arrosage espace vert chez Green Citizen. Est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Alors, vous avez 3 minutes, si possible, pour présenter votre solution. Ah, je en raccourcis. Oui, désolé, on a pris un peu de retard. Merci. Très bien. Du coup, notre solution d'arrosage intelligent que je vais vous présenter, ce terme intelligent est un peu pompeux. On considère, nous, qu'il est intelligent non seulement s'il est connecté, mais en plus si on peut moduler l'arrosage par rapport aux besoins des végétaux. Donc, en fait, on cherche à solutionner toutes les difficultés que rencontrent les différents utilisateurs dans les collectivités des systèmes d'arrosage, que ce soit le jardinier, le responsable des espaces verts ou les élus, sur des problèmes techniques ou d'économie d'eau. Je laisse passer à la slide suivante, comme ça. Et donc, l'objectif est non seulement d'avoir des espaces verts de qualité, mais dans un premier temps, de réaliser des économies d'eau. Et pour cela, on utilise des sondes d'humidité placées dans les racines des végétaux qui vont, en fonction d'un seuil agronomique que l'on détermine, laisser l'arrosage se réaliser ou le supprimer. Le deuxième axe pour l'économie d'eau, c'est de pouvoir détecter des fuites. Et on sait que sur le réseau d'eau des collectivités, d'eau d'arrosage, il y a souvent des tuyaux qui sont enterrés, qui sont anciens, voire vétustes. Et on considère qu'il y a entre 30 et 50% d'eau qui est perdue dans les fuites. Donc il faut vraiment pouvoir les identifier et alerter les utilisateurs de ces problématiques. Et le deuxième axe, c'est donc d'améliorer la capacité d'exploitation et donc de permettre aux utilisateurs de superviser à distance leur réseau. Ici, vous voyez l'ensemble de la solution. Donc, nous sommes fabricants des différents capteurs qui sont autonomes en énergie et en connectivité. On utilise les réseaux LoRaWAN. Et une application métier qui est conviviale pour les utilisateurs, qui permet de contrôler tout ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire de réaliser une supervision des réseaux hydrauliques, du contrôle de l'arrosage agronomique avec des sondes, et aussi des outils de maintenance, des tableaux de bord pour avoir des KPI et voir où on en est par rapport aux économies d'eau,
de manière très, très précise. Slide suivante. Les résultats qu'on obtient depuis quelques années et mesurés sur les 2 dernières années, on voit que ce sont des économies très importantes, hein, qui sont entre 35 et 75%. Ça dépend des pratiques antérieures et des conditions météorologiques, puisque quand il pleut beaucoup, nous, on permet d'arrêter l'arrosage. Alors sur les systèmes traditionnels, l'arrosage est programmé du début de saison jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de modulation. Un dernier point, pour essayer de rester dans le timing sur la slide suivante. Lorsqu'on veut équiper une collectivité qui veut passer à l'échelle, ce qui arrive maintenant de plus en plus, se pose la question du budget. Donc on a fait des études de retour sur investissement et on voit que même si on a des montants d'investissement assez importants, ici sur un exemple on est près du million, avec par contre des factures d'eau à l'année de 700 000 euros, on peut obtenir des subventions, les collectivités obtiennent des subventions de l'agence de l'eau et du département qui peut être entre 50 et 70%. Et on a donc un retour sur investissement qui est entre 1 année et 2 années. Donc non seulement c'est rentable pour la collectivité et pour la planète, et dans les années qu'on vit en ce moment où on a des pénuries d'eau, c'est aussi une solution qui est vraiment favorable au maintien des espaces verts dans les collectivités. Voilà, j'ai essayé d'être au plus court. Ah, super. Merci beaucoup, Monsieur Montbarbon, et merci à tous les offreurs de solutions qui sont venus pitcher leur service. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Nous consacrerons un temps pour y répondre à la fin de l'événement, donc n'hésitez pas. Et enfin, pour conclure notre événement, nous accueillons Nathalie Davoine pour parler de la perception des Français et de leurs attentes sur l'eau. Donc, Nathalie Davoine, vous êtes responsable des relations extérieures, médias et études au Centre d'information sur l'eau. Alors, je me permets de présenter en quelques mots le CIO. Donc, le Centre d'information sur l'eau, c'est une association créée à l'initiative des professionnels qui assurent la gestion des services publics d'eau et d'assainissement en France. Alors, une première question. Donc, depuis plus de 25 ans, le Centre d'information sur l'eau analyse l'opinion des Français avec le baromètre CIO/TNS SOFRE qui s'intitule « Les Français et l'eau ». Que mesure exactement ce baromètre annuel ? Alors, une première chose, effectivement... Donc, à l'origine de ce baromètre que nous avons que nous menons depuis 27 ans, alors initialement pas avec TNS Sofres, qui est aujourd'hui Kantar, donc les Français et l'eau, et c'est un baromètre qui nous permet d'analyser à la fois les perceptions et de mesurer les attentes des Français. Donc, nous les interrogeons année après année, environ 3000, et nous pouvons... en tirer des enseignements dont je vais vous parler assez rapidement. Je crois qu'on a un peu de retard. Alors, premier indicateur parmi les plus importants, près de 9 Français sur 10 apprécient leur service d'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau du robinet, c'est avant tout un produit, mais un service. Alors, un service disponible 24 heures sur 24, et l'eau du robinet est un produit écologique puisque livré à domicile sans emballage, donc aucun problème de carbone ou de déchets. Près de 8 Français sur 10 nous déclarent avoir confiance dans l'eau du robinet et également dans les traitements qui accompagnent leur eau. Alors c'est un indicateur qui est assez stable depuis 27 ans. Donc ils ont confiance dans cette eau et ils la boivent. 66% nous déclarent la boire tous les jours aux presses versus 48% pour l'eau en bouteille. C'est un indicateur qui a évolué dans le temps puisque à partir des années, je dirais 2010, c'est une courbe qui s'est inversée. Et qui s'est inversée en faveur de l'eau du robinet. Alors pourquoi on la boit, l'eau du robinet ? Parce que c'est pratique à la maison et parce que c'est l'eau la moins chère. Concernant les indicateurs liés au prix, on voit naître depuis quelques années déjà une
une inquiétude. Les Français sont conscients que cette eau va augmenter et qu'elle sera plus chère à l'origine. Là, c'est près de 9 sur 10 qui en sont conscients. Pourquoi ? C'est surtout lié au problème de dérèglement climatique. On voit la ressource se fait de plus en plus rare, donc un problème de quantité. Tout augmente l'inflation et les traitements qui sont plutôt liés à la qualité des ressources, puisque environ les 3/4 d'entre eux pensent que les ressources en eau sont polluées. J'ai gardé cet indicateur en dernier. Pourquoi ? Parce que c'est un indicateur qui marque une véritable inflexion de l'opinion. Lorsque nous avons lancé la première édition du baromètre, ils étaient moins d'un tiers à penser qu'ils risquaient de manquer d'eau. Aujourd'hui, ils sont plus de 70% à le craindre. Pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Donc, à la lumière de ces enseignements, quelles actions ou quelles politiques pensez-vous être les plus efficaces pour encourager un comportement plus responsable vis-à-vis de l'eau ? Alors, en fait, le Centre d'information sur l'eau, en plus de toutes ces études, nous menons année après année des campagnes d'information, de sensibilisation du grand public. Et on a vu un véritable changement entre un avant et un après 2022. Alors, un peu vite oublié. Pourquoi ? Parce que nous les avions interrogés avant ces épisodes de sécheresse et de canicule en mai-juin. Et puis, en octobre, on a voulu savoir comment l'opinion avait évolué. Et effectivement, on voit qu'on a gagné 10 points sur l'opinion. 89% nous disaient qu'il fallait absolument changer ses habitudes. Nous avons interrogé en octobre, un an après, et là on a vu que cet indicateur avait finalement rejoint un peu l'avant 2022. Il faut croire qu'un hiver pluvieux a légèrement gommé en tout cas les craintes et puis peut-être que les habitudes reprennent. Néanmoins, il est très important de souligner qu'il ne faut pas confondre, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de bien expliquer qu'il faut différencier le climat et le dérèglement climatique. Alors je m'explique, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, c'est vrai qu'on nous a souvent, on nous dit mais enfin il pleut, arrêtez de parler de sécheresse, arrêtez de nous bassiner avec tout ça. Or, certes, il a plu, certes, on a vu au 1er mars nos nappes, en tout cas pour l'essentiel, je ne parle pas évidemment de l'arc méditerranéen qui a ses problèmes de quantité, mais ce n'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui que tous nos problèmes de quantité, de qualité sont réglés. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être une vision à beaucoup plus long terme dans laquelle il faut s'inscrire. Et pour répondre à votre question, nous les engageons à changer en fait cette relation à l'eau, puisqu'on a bien vu aujourd'hui que ce qui était facile hier, c'est-à-dire cette eau qui coule au robinet tous les jours, serait un peu plus compliqué aujourd'hui. Il ne s'agit absolument pas de dramatiser, bien au contraire, mais plutôt de trouver ensemble des solutions. Et on le voit tout au long de l'enquête, les Français sont en attente de solutions pour ces problèmes de quantité d'eau. Alors, quand on les interroge sur les solutions qu'ils envisageraient ou qu'ils pensent être importantes, en priorité, le traitement, l'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation, et ensuite, tout de suite derrière, changer notre mode de vie avec 77%. Pour autant,
59% d'entre eux estiment que les actions mises en place pour préserver la qualité des ressources ne sont pas suffisantes et ils sont en attente de solutions avant tout par les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux. Donc 44% estiment que le gouvernement doit agir en priorité devant les communes, les entreprises de l'eau et assez intéressant, seulement 13% en tant que particulier. Alors pourquoi ? Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Depuis quelques années, il y a eu pas mal de crises, le Covid, l'inflation. On a demandé beaucoup d'efforts et aujourd'hui, ça se voit dans cette dernière édition du baromètre qui a été publiée en décembre 2023. En fait, ce n'est pas tant que les sensibilités écologiques baissent, mais les Français nous disent on a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, cet effort doit être partagé. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire ces résultats. Alors, une dernière question avant de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'information et la pédagogie peuvent contribuer à une gestion plus résiliente de la ressource en eau ? Eh bien, plutôt que de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de ne pas faire, je pense que l'eau est un sujet complexe et qu'il convient avant tout de bien expliquer les choses pour qu'on puisse les comprendre et agir. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation à la sobriété. D'ailleurs, nous avons été mandatés en 2019 dans le cadre des Assises de l'eau par le gouvernement pour les poursuivre, ces actions. Eh bien, c'était des campagnes d'affichage sur lesquels on pouvait inscrire un logo avec des visuels décalés et des chiffres simplement pour expliquer comment un geste pouvait et ce que ce geste pouvait apporter. Donc toujours expliquer. J'évoquais tout à l'heure la différence entre climat et dérèglement climatique. Je pense que ce sont des notions qui peuvent paraître simples, parfois simplistes, mais vraiment essentielles, surtout sur un sujet aussi complexe. Merci beaucoup Nathalie Dawan d'avoir pu être avec nous aujourd'hui. Merci. Je me tourne vers ma collègue Pauline Duchesne. Je sais qu'on a dépassé le temps imparti, mais je me permets quand même de savoir s'il y a des questions dans le chat. Alors, on avait une question pour Monsieur Bertrand Desgriec sur le projet de renaturation du ruisseau de Marseille. La mauvaise situation actuelle peut être reliée à une absence de syndicats mixtes type EPTB dans ce territoire. Oui, alors la question est, la mauvaise situation actuelle peut être reliée à une absence de syndicats mixtes type EPTB dans ce territoire ? Nous sommes un syndicat mixte, donc je pense que c'est une incompréhension. On est un syndicat mixte, on est même labellisé EPAGE, établissement d'aménagement et de gestion des eaux, à l'échelle de l'agence de l'eau de laquelle on dépend, donc Loire-Bretagne. De mémoire, il doit y avoir que 3 EPAGES. On a été un des premiers à être labellisé. Merci beaucoup. Je crois que la personne qui a posé la question, je ne sais pas si elle est encore en ligne. Mais merci d'avoir répondu à la question. En tout cas, c'était la seule. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite Audrey Charluet à nous rejoindre pour la conclusion de ce 5e événement et du cycle de l'eau. Je voudrais commencer par vous remercier. Par remercier tous les intervenants d'aujourd'hui et puis tous les intervenants des sessions précédentes. On a eu une bonne audience sur l'ensemble de nos événements et on est très content de voir qu'à la fois on a répondu à une demande et puis qu'on a pu susciter l'intérêt des territoires qui nous ont suivis assez nombreux. Peut-être pour résumer, et puis parce qu'il nous reste 0 minute, puisque nous avons déjà dépassé de 5, pour vous dire qu'on est convaincus, l'ensemble des partenaires d'Aquagir, qui sont d'ailleurs là quasiment tous aujourd'hui en présentiel, et la Banque des Territoires en premier, de l'importance des retours d'expérience, de pouvoir partager ce contenu, comme le disait Nathalie Dawan, de pouvoir justement expliquer et réexpliquer et continuer d'expliquer encore
ce qui se passe dans les territoires, ce qu'on peut mettre en œuvre, les solutions qui sont disponibles. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire autour d'Aquagir, de mettre en visibilité tout ça et de donner un certain nombre d'outils numériques ou d'accompagnement personnalisé pour aider les projets à atteindre leur objectif et à être de plus en plus nombreux dans les territoires. On a parlé beaucoup de co-bénéfices aujourd'hui, de temps long qui sont aussi des marques de fabrique de la Banque des Territoires. Donc on est ravis de voir que les solutions fondées sur la nature et la Banque des Territoires ont un long avenir de collaboration. Peut-être juste en dernière phrase pour vous dire que tout le cycle eau aura une synthèse sous forme de podcast qui va arriver. Ce sera le 3e podcast du Hub à l'écoute, donc il sera disponible sur le site le banquedesterritoires.fr d'ici quelques jours, et vous retrouverez évidemment cet événement en replay comme les autres sur la page du Hub des territoires. Peut-être on fait venir tous nos partenaires pour une petite photo d'Aquagir à l'occasion de la fin de ce cycle, vu que tout le monde est en présentiel, et puis l'ensemble de l'équipe qui a aussi participé et contribué à la bonne organisation de cet ensemble d'événements sur l'eau. On remercie également tous ceux qui sont à distance et qui sont probablement en train de se déconnecter au fur et à mesure, puisqu'on a passé l'heure. Et merci à tous et à très bientôt pour d'autres événements sur l'eau. Merci.